Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Priolet. Alors, vous êtes agriculteur à Molégès, dans les Bouches-du-Rhône. Vous publiez régulièrement dans un blog qui s'appelle Consommer juste. Alors, avant de discuter ensemble, j'aimerais qu'on regarde quelques images du salon de l'agriculture qui se tient en ce moment même. Si on vient pas, on est des trouillards. Si on vient se pavaner. Non, on vient d'abord. Dans tous les cas, soit vous êtes des trouillards, soit vous êtes des voilà, non mais c'est vous qui nous enfermez là dans ce truc-là. Et ça fait avancer le schmilblick, non. Oh, attention, Gilles, petit zizi, là. Monsieur le Président, comment se passe la matinée? Ça va, c'était ce qui était prévu. Est-ce qu'elles vous choquent, ces images? Moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui est dans un état de désespérance absolue. Je parle des laitiers, notamment, je parle des éleveurs. Nous, dans notre agriculture à nous, c'est vrai qu'on a des... Donc vous comprenez leur colère? C'est pas que je comprends leur colère telle qu'elle est exprimée. Le problème, c'est que vous savez très bien que dans un monde médiatique, s'il n'y a pas des images fortes, il n'y a aucun débat. Donc, dans ce cadre-là, c'est un salon qui est quand même un salon totalement artificiel, qui est un salon avant tout de l'agroalimentaire. Le paysan n'est là que pour amener quelques vaches et quelques animaux pour dire qu'il y a encore quelques racines agricoles. C'est le Disneyland de l'agriculture. On pourrait presque dire ça parce que c'est tellement grossier que vous voyez Carrefour, vous voyez Lidl, vous voyez tous ces grands groupes qui sont au salon de l'agriculture, alors que c'est eux-mêmes qui assassinent des agriculteurs. Ça me paraît tellement abscon que... Qu'est-ce qu'on voulait avoir d'autre comme image? Qu'on baise les mains, qu'on leur dise merci pour tout, que... Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est plus facile de faire 3 minutes là-dessus que de parler du vrai sujet. Le slogan qui est d'ailleurs encore affiché là-bas, je suis éleveur, je meurs, vous le comprenez? Non seulement je le comprends, mais il suffit d'avoir les écoutes de tous les agriculteurs qui t'appellent pour te dire il y a mon voisin qui s'est suicidé, il y a mon voisin qui s'est pendu, on n'y arrive plus. Oui, et dans le même temps, on annonce aux Français, on donne 1 milliard d'euros aux agriculteurs. En fait, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que le milliard d'euros, il part aux banques, il part aux produits phytosanitaires, il part à l'alimentation des animaux, mais jamais à l'agriculteur. C'est-à-dire quand on a tout payé, ils vendent quand même à perte et ils continuent à mourir. Nous, on a l'impression ici que chaque semaine, en fait, on examine le chapitre du même livre, c'est-à-dire les perdants et les gagnants de la mondialisation. Il y a une agriculture qui perd, c'est ceux qui ont insulté le Premier ministre. Les laitiers... ils arrivent même plus à vivre, ils vendent à perte. Et puis il y a une agriculture qui va très très bien. Ce qui est bizarre, c'est que l'agriculture qui va très bien, c'est celle de M. Belin, le président de la FNSEA. C'est un peu bizarre que ce soit lui le porte-parole des petits. C'est pas bizarre, parce que d'abord, l'agriculture de M. Belin, c'est pas d'agriculture. Il travaille que pour l'agroalimentaire, donc il est le grand patron français, voire même européen. Donc, si vous voulez, quand 80% des aides vont à des gens comme ça, il est certain que derrière, il ne reste pas grand-chose pour les autres. Expliquez-moi quelque chose, parce qu'on est d'accord, là, tous les trois, sur le diagnostic. Pourquoi il y a des élections, j'imagine, pour les représentants syndicaux? Pourquoi c'est M. Belin qui gagne? Pourquoi la FNSEA et ce syndicat, qui est soi-disant le syndicat des agriculteurs, et qui, en fait, vous avez tout à fait raison, est le syndicat de l'agroalimentaire et de l'agro-business alimentaire? Pourquoi? Pourquoi ces gens-là gagnent? C'est simple. D'abord, c'est ceux qui ont le plus de moyens, d'une part. D'autre part, non, à l'intérieur même de l'agriculture. D'accord. Ensuite, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il n'y a pas une agriculture. Il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. Il y a une agriculture de production de lait, une agriculture d'élevage, une agriculture de fruitière, une agriculture maraîchère. Et toutes ces agriculteurs-là sont ramassés dans un seul ministère alors qu'ils n'ont aucun intérêt commun, si ce n'est que tout est dominé quand même par un groupe de céréaliers puissants qui ont l'écoute de Bruxelles, qui ont des lobbies ultra puissants, qui font passer toutes les lois qu'ils veulent à l'Assemblée nationale. Et donc qui sacrifient tous les autres? Au sacrifice de tous les autres, parce que si vous voulez être riche dans l'agroalimentaire... Si vous voulez être riche dans l'agroalimentaire, il ne faut pas payer la production. Il n'y a pas de secret. Oui, mais alors, là, on voit, bon, le président de la République et le Premier ministre, par définition, ils sont responsables de la situation. Mais est-ce que c'est pas un peu facile? Voilà, parce que là, ça devient le bouc émissaire. La situation de l'agriculture française, elle date pas, elle résulte pas de décisions prises il y a 6 mois. Ensuite, la responsabilité des grandes surfaces est énorme, et même plus généralement, la responsabilité du consommateur. Quand vous achetez des choses, vous savez bien que quand vous les achetez, les prix sont ridicules. Vous vous rendez compte? Où il y a des fruits qui ne devraient pas être là parce que c'est pas des fruits de saison. Est-ce que c'est pas un peu facile de tout mettre sur le politique et d'exonérer le citoyen et les autres de leur responsabilité dans cette crise? Ça n'a jamais été mon discours déjà, d'une part.
La première chose que j'observe, c'est qu'en fait, il y a 60 ans de cogestion FNSEA-gouvernement. Bon. Et Europe. Et Europe, par la force des choses, puisque c'est la cogestion FNSEA-gouvernement qui a amené la politique européenne. Donc c'était une logique claire de responsabilité. Deuxième chose, cette cogestion, elle est extrêmement négative. Parce qu'on a voulu faire croire au pays que plus les fermes étaient grosses, plus elles étaient rentables. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué complètement le territoire. Aujourd'hui, on a des déserts complets dans la France. On n'a plus qu'une seule culture sur des milliers de kilomètres carrés, ce qui fait que... Voor elke reinigingstaak Effectivement, derrière, on se plaint tous des pesticides parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour arriver à combattre les attaques des prédateurs. Donc tout ça pour dire qu'il y a un moment, il faut qu'on retrouve la raison. L'agriculture, c'est aussi l'alimentation et la santé publique, et c'est le développement des campagnes. Vous n'avez pas répondu à la question d'Éric Nolot. Est-ce qu'en tant que consommateur, on n'a pas tous une responsabilité aussi dans Alors, je vais y répondre, et c'est pour ça que sa question me plaît énormément. Parce qu'en fait, ça fait maintenant depuis 2009 que je me bats auprès des agriculteurs pour dire nous ne voulons pas d'aide. On n'est pas manchot, on n'est pas cul-de-jatte, on veut vivre de notre métier. On veut des prix décents, on veut arriver à arrêter cette vente à perte qui est maintenant depuis plus de 10 ans le quotidien de tous les agriculteurs. Cette vente à perte conduit au désespoir. Moi, je suis persuadé que notre sort ne va dépendre que de notre relation qu'on a perdue complètement avec les consommateurs. On a laissé partir toute notre profession à des grandes agroalimentaires, à des grandes surfaces, ce qui fait que nous-mêmes, on n'a plus le rapport aux consommateurs. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai développé une enseigne, c'est juste, en tant qu'agriculteur, qui vient dans la ville de Paris, on indique l'agriculteur, l'endroit où il produit, le prix auquel il est payé et le prix auquel on vend. Mais monsieur, on voit bien ce qui s'est passé. En fait, vous avez été pris en tenaille entre une Europe qui a aboli la politique agricole commune, la protection communautaire, pour vous mettre dans le marché mondial où forcément joue le rôle de le rôle de la déflation comme dans l'industrie. Et donc on a la même conséquence. Et deux, vous êtes pris ensuite par les grandes surfaces qui courent au plus bas prix et qui vous pressurent. Et j'avais des chiffres extraordinaires. On a 450 000 exploitations agricoles, on a 11 000 sociétés agroalimentaires et on a 4 centrales d'achat. Donc, alors, il y en a 7 en réalité, mais bon, c'est pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas que la grande distribution. Il y a un moment où, quand on est chef d'État, ou tout du moins représenter les nations, on doit quand même se poser la question, notre agriculture, elle sert à quoi? Nous, au départ, on n'est que des nourriciers. On n'est rien de plus. Donc, on n'est pas vendeur d'armes, on n'est pas vendeur de matériel, on est nourricier. À partir du moment où on laisse se déréguler comme l'Europe le fait, sciemment, volontairement. Aujourd'hui, on a des commissaires européens pour l'agriculture qui encouragent la casse. Absolument. Tout ça pour nous dire il faut des exploitations de 20 000 hectares, 30 000 hectares, 40 000 hectares. Comme en Allemagne et au Danemark. Sauf qu'en Allemagne, deux choses. Un, ils ont droit aux énergies renouvelables, c'est-à-dire que toutes les fermes ont des panneaux solaires où ils revendent l'électricité, ils ont des méthaniseurs, qui leur absorbent une grande partie des charges de la ferme, et ensuite ils ont une main d'œuvre à côté de chez eux, les Roumains, à 4 €, qui leur coûte vraiment pas cher, alors que nous, agriculteurs, aujourd'hui, on se trouve face à des concurrents qui ont une main d'œuvre qui est 3 fois moins chère que la nôtre. Or, quand vous savez qu'un produit agricole, c'est 85% de sa... La réponse immédiate, c'est les baisses de charges, les reports de crédit. Vous, qu'est-ce que vous demandez fondamentalement? Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent à mettre en œuvre tout de suite? Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ce que j'espère, le président de la République s'est prononcé dimanche, il me semble, sur affichons le prix payé aux paysans, pas aux commerçants, aux paysans, sur toutes les étiquettes du grande surface. Moi, je crois que les consommateurs sont les seuls qui peuvent nous aider. Parce que quand ils verront 17 centimes pour une poire et 3,50 €, ils vont quand même poser la question au magasin, bien, ça je comprends pas. Ma poire, elle coûte 17 centimes et tu me la vends 3,50 €. Donc ça posera deux questions. Un,
les gens se rendront compte que derrière un agriculteur, il y a 7 emplois directs. D'accord? Ça, les gens ne savent pas, ou très peu. Et quand ils verront les étiquettes, eux, ils pourront choisir. Et on nous dit que 83% des consommateurs sont derrière les agriculteurs. Peut-être que si vous voyez le prix réel auquel on est payé... Ça a vraiment des chances d'aboutir, cette il y a 2 annonce-là solutions. Soit le président dit n'importe quoi, et ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais moi, j'espère beaucoup à cette mesure. Pourquoi? Parce que la première mesure qui avait été faite en 89, oui, aux alentours des années 99, pardon, où c'était le commerçant qui vendait à la grande surface qui devait donner le prix sur l'étiquette. Ça ne pouvait pas marcher, parce que moi, quand je vendais 2,10 €, la grande surface m'appelait, dis donc Pierre, tu me fais 10% de ristourne. Donc, il affichait un prix, mais ce n'était pas le vrai prix. Ouais. Alors que le prix payé aux paysans, la grande surface ne pourra pas truander. Parce que ce n'est pas lui qui vend à la grande surface, c'est tous les intervenants. Est-ce que vous ne pensez pas que, on en revient à la discussion du départ, qu'il y a une querelle de fond au sein du monde agricole entre ceux dont vous nous décrivez les affres et le désespoir, et en fait qui ne pourraient être sauvés que par un certain protectionnisme, un certain retour de frontières pour arrêter cette concurrence folle avec des gens qui coûtent 10 fois moins cher, et l'agriculture dont parlait Nolo au départ, les vendeurs de vin, de champagne et tout, qui ont besoin, qui eux gagnent un fric fou en vendant au monde entier. Il n'y a pas un problème entre les deux, et essayer d'harmoniser les deux, c'est compliqué. Tout d'abord, il y a une chose qui est simple, c'est que je dois quand même le dire qu'on parle très souvent de M. Belin et la FNSEA, parce que c'est lui qui la représente. Mais sur le terrain, il y a quand même énormément de gens qui sont dévoués, qui se battent pour les agriculteurs de terrain. Et ceux-là, ils sont complètement oubliés par les grandes instances des syndicats. Ensuite, le gouvernement a une responsabilité énorme. Il ne donne la parole qu'à la FNSEA et pas à tous les autres. Alors qu'en fait, ça dure depuis 50 ans. Et ça dure depuis 60 ans. Vous en pensez quoi du ministre de l'Agriculture? Il fait bien son travail? Je vais vous dire, j'ai rencontré 3 fois M. Bruno Le Maire. Et la dernière fois, l'ancien ministre de l'Agriculture. La dernière fois, il m'a dit, de toute façon, je ne peux rien faire, c'est l'Europe. Il y en a marre. On doit faire comme les Anglais et dire à l'Europe, on est les 2e contributeurs. On a un système agricole européen qui marche pas. Les Anglais font un peu de chantage. On devrait faire mais non seulement on devrait le faire, mais c'est impératif. Comment vous... Moi, est-ce que le commissaire européen, il est payé au prix du Bangladesh? Non. Le commissaire européen, il doit prendre 25 ou 30 000 € par mois. Et il n'est pas payé au prix du Bangladesh. Pourquoi vous n'êtes pas entendu aujourd'hui? Pourquoi Stéphane Le Foll vous dit pas, banco, je vous écoute? À mon avis, Stéphane Le Foll, il est ministre à mi-temps. Il est représentant du gouvernement et aux agriculteurs. Comment voulez-vous que de toute façon on y arrive quand vous avez les lobbies aussi puissants qui ont la même mise sur le gouvernement et sur ces gens-là? Et qui donc font la loi en Europe. Et l'Europe fait la loi sur le gouvernement français. Mais aujourd'hui, vous le voyez bien, la financiarisation du monde donne le pouvoir à ceux qui ont l'argent. Si vous ne l'avez pas, vous allez en justice, vous avez de l'argent, vous gagnez, ou vous avez de grandes chances de gagner, vous êtes pauvre, vous en prenez un carreau. Donc c'est pareil pour les agriculteurs. Il y a un moment, il faut remettre les choses en place. Il faut qu'on remette de l'humanité dans cette société. Il faut qu'on remette un sens commun. L'agriculteur, c'est pas quelqu'un qui est là pour casser, pour détruire. C'est pas quelqu'un qui me dit, Pierre, mon lait, il coûte 40 centimes, je le vends 20 centimes. Est-ce que vous trouvez normal que chaque fois qu'il y a un litre de lait qui sort, il perde 20 centimes? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pourrez remettre tout ça qu'en remettant un système de frontières qui relocalise un peu les rapports économiques. Non, ça ou la responsabilisation moi, je crois de la que société. Les gens, ils iront toujours en moins cher. L'Europe aujourd'hui, c'est laissé gagner par la financiarisation. On est attiré par l'Amérique. On est en train de discuter avec les États-Unis pour le libre-échange, le libre-commerce, quand vous savez que les Américains ne respectent aucun accord sur leur agriculture à eux. Ils inondent le monde d'une agriculture super sous influence des gouvernants. C'est complètement absurde. Moi, c'est la question que je voulais vous poser sur le traité transatlantique. Mais c'est une catastrophe. Ouais. Mais comme tous pour ça comme pour le reste. Hein. Mais c'est la logique depuis 30 ans. Parce que moi, je parle de l'agriculture, mais on peut parler des vêtements, on peut parler des chaussures, on peut parler de toute l'activité humaine. Si nos enfants sont au chômage, nos petits-enfants vont l'être. On en est sûr. Pourquoi? Parce qu'on est là sur le moins cher, le pas cher. Mais enfin, quand même, arrêtons de plaisanter. Quand on achète une paire de chaussures à 10 €, on en a pour 10 €. Et 3/4 d'heure après, on en cherche une autre. Il y a un moment, il faut remettre les valeurs à leur place. Je crois que l'homme aujourd'hui doit reprendre une place dans notre société, arrêter l'influence des banques, arrêter ce système complètement absurde où vous avez 9 milliards par mois, 9 milliards par mois qui sortent de la Banque européenne
Il n'y a rien qui va dans l'activité. Mais vous êtes Ils aussi, jouent avec. vous êtes Mais on est aussi, fous. vous êtes aussi coupables, hein, les agriculteurs. Ah, mais bien dans sûr les années qu'on est 60, coupables. 70, Mais- 80, vous avez joué ce jeu-là. Non, le jeu, non. Il y Un a peu plusieurs quand même. agriculteurs. Non, mais il faut être honnête. Non, il y a plusieurs agriculteurs. Moi, je suis d'une agriculture qui n'a pas d'aide. Je vous assure, jamais touché mais je un vous crois, centime. mais- Par contre, il y a une chose qui est certaine. Là où on est coupable, Et ce sera votre c'est dernier qu'on a mot. perdu le contact avec le consommateur. C'est pour ça que je crois que l'action qu'on a On aujourd'hui revient à ça. sur C'est Juste à Pantin, à Romainville, dans ces quartiers de Paris-Est, on s'aperçoit que quand vous dites c'est juste, vous achetez ici, c'est juste. C'est juste pourquoi? Ça parle Parce bien. que quand vous achetez, vous êtes conscient que l'agriculteur vit. On a des produits de saison. C'est vraiment quelque chose qui est C'est ce que je important dis. Très de bien. retrouver le remettre du consommateur. local et du local dans les relations Retrouver le économiques. consommateur. On vous Ah a oui, mais entendu. ça veut Merci dire un beaucoup. système Merci, économique Monsieur complètement Priolet, différent. merci.